Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Alexandre Jost, je suis le fondateur de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. Et je suis avec vous aujourd'hui pour partager des réflexions sur les nouveaux espaces de travail et en quoi ceux-ci peuvent bien, favoriser l'épanouissement des collaborateurs. Et je suis ravi de le faire, eu égard à l'importance des espaces aujourd'hui dans nos vies et dans nos vies avec beaucoup de télétravail. En un mot, la Fabrique Spinoza, c'est donc je le disais le mouvement du bonheur citoyen. Notre objectif, c'est placer le bonheur au cœur de la société parce que nous pensons que c'est un objet utile, inspirant, qui donne de l'énergie et également qui peut donner des orientations au sens politique, au sens économique pour une société. Les grandes activités de la Fabrique Spinoza sont de réaliser des études, c'est l'Observatoire Spinoza, sont également d'accompagner les organisations dans leur transformation vers plus d'épanouissement, c'est Action Spinoza, et également former via sa branche l'Académie Spinoza. Et enfin, c'est la communauté des passeurs du bonheur qui agissent localement sur les territoires pour replacer le bonheur au niveau local. Voilà, je suis ravi avec vous aujourd'hui de m'appuyer sur une étude qui s'intitule Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur, lancée par justement l'Observateur Spinoza, cette branche étude, et qui va pouvoir éclairer mon propos pendant une trentaine de minutes. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que l'espace que l'on peut envisager comme uniquement un contenant, quelque chose dans lequel on serait en tant que personne physique, en fait est beaucoup plus. D'après l'étude que nous avons réalisée et qu'on trouve à disposition et gratuitement sur le site de la Fabrique Spinoza, l'espace est un phénomène social, sociétal, on dit parfois total, au sens où il détermine les comportements, au sens où il modifie les relations entre les êtres humains, dans le sens où il établit une culture. Et en cela, l'espace est d'une puissance extraordinaire. Pour illustrer cela, il y a une espèce de cerfs qu'on appelle les cerfs Sika, qui sont arrivés, qui ont été réintroduits par l'homme à hauteur de 300 individus sur l'île Saint-James. Et quelques années plus tard, on observe une déparition de cette population de 50%, assez brutale. Et après examen, il ne s'agit pas d'enjeux de nourriture, de, de prédation, mais tout simplement de stress. De stress lié à une population trop importante pour un espace trop petit. Et c'est ce qui amène à dire que bien que nous soyons des Homo sapiens, des êtres humains très fiers et avec un sentiment de puissance, nous ne sommes pas en tant qu'espèce à réguler l'espace. C'est le contraire, c'est l'espace qui régule l'espèce. Voilà une petite anecdote pour démontrer à quel point l'espace est important, à quel point il a une influence prégnante sur l'ensemble de nos vies, y compris notre vie au travail. Alors, ayant dit cela, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment se servir de ces réflexions pour avoir un impact vertueux sur le monde du travail. Comment créer des espaces qui soient vertueux et efficaces pour les collaborateurs? Alors, nous allons balayer 7 facteurs et le premier d'entre eux, c'est tout simplement celui qu'on a intitulé le soin du corps et de l'esprit. On pourrait résumer la réflexion ici en disant que le corps est le grand oublié de notre époque contemporaine. Peut-être un petit peu moins en temps de crise sanitaire, mais globalement, dans les métiers de bureau, les gens sont valorisés pour leur intellect, pour un certain nombre de fonctions cognitives supérieures, alors que tout ça se fait grâce à un corps. N'oublions pas que une lumière naturelle, une vue sur l'extérieur, permettent de réduire l'absentéisme de 6%, qu'une personne qui est déshydratée voit ses capacités de mémoire à court terme diminuer de 28%, et que finalement, je rajoute un chiffre, la moitié des individus interrogés trouvent que la température au travail n'est pas satisfaisante. Et avec ces 3 chiffres-là, on rétablit tout simplement
qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, qui est de préserver notre corps. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, au temps du télétravail pour beaucoup d'individus. À un tel point que une entreprise d'ergonomie anglaise a dessiné, enfin a construit un moulage d'une employée de bureau qu'ils ont appelée Emma, l'employée de 2040. Et cette employée, eh bien, elle est bossue, elle a les yeux injectés de sang, elle a les jambes gonflées, elle a le teint jaunâtre, et puis beaucoup moins compréhensible, eh bien, elle a du poil dans les oreilles et dans le nez, semble-t-il à cause de la qualité de l'air viciée. Donc voilà, c'est ce qui nous guette si nous ne faisons pas attention aux basics, c'est-à-dire prendre soin du corps. Deuxième facteur pour un espace de travail vertueux, et allons vers quelque chose qui pourrait sembler moins essentiel, un cadre physique vertueux, c'est-à-dire vivant, esthétique, sensible. Alors on pourrait justement dire, est-ce que c'est bien important tout cela? Est-ce que cela compte d'avoir eh bien, ces éléments en comparaison d'autres éléments qui semblent beaucoup plus essentiels? Eh bien oui, parce que nous sommes des êtres de transcendance. Nous sommes des êtres sensibles. La présence d'animaux de compagnie sur le travail augmente l'engagement, augmente la satisfaction au travail, la fluidité relationnelle et diminue le stress. Et puis peut-être plus facile à réaliser, même si on voit de plus en plus d'animaux de compagnie dans les entreprises, bien se rappeler que d'après l'université d'Exeter, ce sont 17 à 32% de gains de productivité lorsque l'on a présence de plantes ou de nature dans l'espace de travail. Alors, admettons que ces recherches soient peut-être imprécises, reste que on ne parle pas de l'épaisseur du trait ici. Le vivant a un impact significatif dans le monde du travail. On parle de biophilie. La biophilie, c'est un ensemble de connaissances, de biologie, de neurosciences, psychologie sociale, qui convergent pour dire que le vivant est bon pour nous, êtres humains, en tant que membres du vivant. Et donc, n'oublions pas, deuxième facteur, n'oublions pas tout ce qui affecte notre sens, nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le vivant autour de nous, que ça soit sous forme végétale, sous forme animale. Et puis le beau, on observe également que la présence d'art est extrêmement impactante. Et pour donner un exemple un petit peu décalé, c'est le professeur Lemarquis qui rapporte dans un livre sur le sujet, neurologue, que les patients de l'Institut de cardiologie de la Salpêtrière sont envoyés en visite au château de Compiègne parce que le beau favorise leur rémission. Donc un cadre physique vertueux, c'est tout cela, le vivant, le beau, le sensible, parce que je le redis, nous sommes des êtres de transcendance. Alors troisième élément, c'est difficile de distinguer ce qui est essentiel ou ce qui est super essentiel. On pourrait dire des liens humains positifs. Alors pourquoi cela? Ça nous semble tellement évident aujourd'hui en temps de crise sanitaire, alors que nous sommes privés de ces relations si essentielles avec beaucoup de gens, mais en partie notamment nos collègues. Des liens humains positifs parce que d'après une étude qui a fait date, qui s'appelle l'étude Grant de l'université d'Harvard, une étude extrêmement longue sur le bonheur, la plus longue jamais réalisée, 70 ans, 4 générations de chercheurs. D'après cette étude, le déterminant fondamental du bonheur dans la vie, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour du conjoint, l'amour de ses enfants, l'amour des amis, l'amour des collègues, en fait, l'amitié et plus sobrement des relations humaines positives. Et pour toutes ces raisons-là, on pourrait dire qu'un espace de travail qui est vertueux, c'est un espace de travail qui, de manière obsessive, se dit soignons le lien humain. Comment aménager les zones de circulation? C'est la région Île-de-France qui observe que la manière dont leurs escaliers ont été dessinés permettent aux agents de réaliser du sport en montant, en descendant, à petite foulée ou en fractionné ou autre. C'est comment aménager
les zones oubliées, près de la photocopieuse, près de l'imprimante. Comment faire en sorte que ces zones-là trouvent un sens et soient aptes à générer des liens humains. Également, réfléchir à la taille maximale de plateau. On sait qu'il y a un nombre magique, d'après la biologie, qui est que les groupes humains de 150 personnes, on appelle ça le nombre de Dunbar, eh bien, sont des groupes qui permettent de tisser des liens, de créer de la confiance et de se valoriser les uns les autres. Et puis pour terminer, des liens humains positifs, c'est aussi dessiner des espaces dans lesquels les règles et les pratiques au quotidien eh bien, sont travaillées avec l'ensemble des collaborateurs pour faire émerger comment on souhaite vivre au travail ensemble. J'aborde un quatrième facteur, et ce quatrième facteur me semble vraiment important. C'est ce que l'on appelle, ce que nous avons appelé dans notre étude, au sein de la Fabrique Spinoza, un espace digital vertueux. Alors, une petite blague qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une pyramide de Maslow dont l'étage inférieur, le socle, n'est pas, eh bien, la qualité de l'air, la nourriture, la température, mais le Wi-Fi. Et je pense que nous qui nous arrachons les cheveux à être en visioconférence pas mal de temps pendant la journée, eh bien, on reconnaît l'importance de ce dieu Wi-Fi qui marche ou ne marche pas. Que dire là-dessus? Un espace digital vertueux, on peut visualiser trois socles, enfin trois crans. Le premier, c'est qu'il marche tout simplement. On estime aujourd'hui à 2 jours au moins par an de retard le temps perdu pour des raisons logistiques en réunion. Donc le Wi-Fi, la connectique, le bon affichage, etc. Donc tout d'abord, que ça marche, que ça fonctionne. Deuxième cran, c'est eh bien, Herman Miller, l'un des partenaires de cette étude, qui rappelle que on peut penser espace digital intuitif. Et par là, on veut dire un espace digital dans lequel on ne perd pas de temps à chercher à comprendre comment procéder pour se connecter autre, mais un espace qui soit tellement ergonomique, tellement pensé utilisateur, que immédiatement, sans même manuel d'utilisation, on sait exactement comment se connecter, comment eh bien, trouver l'information, et ainsi de suite. Et puis le troisième cran, avec très clairement une marche plus haute que les autres, c'est dire que l'espace peut être digital, mais peut devenir collaboratif. Et donc là, on observe que ce sont plus de 5 heures par jour par les employés qui sont prises pour traiter les mails. Et on peut se dire qu'un espace qui permet, en adéquation avec sa transformation, de transformer aussi l'espace digital, eh bien, donc avoir en miroir l'espace physique et l'espace digital, les deux qui se transforment, un tel espace qui deviendrait véritablement collaboratif, et tel Atos qui s'est dit nous allons supprimer 100% de nos mails en quelques années, eh bien, un tel espace qui aurait cette ambition de diminuer la masse de mails pour installer des plateformes collaboratives, eh bien, aurait vraiment atteint un niveau de vertu et d'efficacité important pour les collaborateurs. Juste en passant, je rappellerai que les vertus des espaces collaboratifs, des espaces de partage d'informations collaboratifs, sont de générer une gouvernance plus horizontale, de soulager de l'anxiété de contrôler en permanence ces messages, de permettre une plus grande transparence organisationnelle et finalement également de favoriser l'échange d'émoticônes ou d'émotions grâce aux outils intégrés émotionnels. Donc pour toutes ces raisons-là, l'espace de travail peut être un espace de travail digital et devient dans ces cas-là vertueux s'il est intuitif, s'il soulage, et on parle parfois même de passer de l'enfouissement électronique à l'épanouissement électronique. Voilà un cap qui peut être imaginé sur ce quatrième facteur, qui est le facteur digital. J'aborde un cinquième facteur que nous avons appelé l'adaptation de l'espace aux personnes et aux activités. Alors cet enjeu il est important puisque finalement,
en étant très pragmatique, on peut se dire l'espace de travail, eh bien, c'est le lieu, comment dire, où nous travaillons. Et donc, l'enjeu, c'est d'abord de pouvoir réaliser les tâches que nous avons à y réaliser. Et sur ce sujet, on peut dire deux choses. La première, c'est que les espaces de travail sont souvent pensés par et donc pour les extravertis, parce qu'ils sont plus volubiles, parce qu'ils prennent de la place dans la conversation. Et pour cette raison, il est intéressant de s'interroger, est-ce que l'espace que l'on a dessiné répond aussi à ce type de personnalité qui est celle des introvertis. Et puis, deuxième enjeu, adapter l'espace plus seulement aux personnes, aux personnalités, mais aux activités. Et là, on peut le résumer de manière simple en se disant que les temps ont changé et que on ne peut plus envisager notre temps au travail comme réparti entre travail seul à son bureau, travail collectif en salle de réunion et cafétéria pour voir les collègues ou pour manger ou prendre un café. Aujourd'hui, la gamme d'activités qui est réalisée au travail est beaucoup plus vaste. C'est pour cette raison que l'activity-based working, le fait de dessiner des zones par type d'activité, est une véritable révolution dans la conception des espaces. Je vais prendre un exemple, je vais en prendre deux. Lorsque l'on sort d'une salle de réunion, en fait, si vous réfléchissez à ce qui se passe pour vous, en général, vous prenez un petit instant pour papoter avec les collègues. Et ce moment-là est essentiel parce que c'est le moment où vous fluidifiez le travail en trouvant, eh bien, en partageant une information qui n'aurait pas pu l'être devant l'ensemble des collaborateurs par manque de temps, par exemple. C'est le moment où de l'huile est mise dans les rouages. On peut parler de landing et endroit d'atterrissage. Si un tel espace n'existe pas, alors, eh bien, ou bien les collaborateurs n'échangent pas d'informations, ou bien ils le font, mais ils dérangent les autres qui sont à proximité. Je prends un deuxième exemple de l'importance de bien baliser l'ensemble des espaces nécessaires pour réaliser ces activités. C'est ce qu'on appelle les espaces de huddling. Tout d'un coup, hop, crise dans l'entreprise, besoin de communiquer rapidement. Quelques collaborateurs se rassemblent en vitesse autour d'un espace qui leur permet d'échanger de l'information et agir très rapidement. En mode Apollo 13, pour ceux qui ont vu le film, Houston, we've got a problem. Et ce type d'espace a besoin d'être envisagé pour pouvoir être conçu et donc être utile. De manière plus générale, eh bien, c'est Herman Miller à nouveau qui a analysé des milliers d'heures de travail et qui en a déduit 10 grands types d'activités et 10 grands types d'espaces correspondants, même s'il n'y a pas de correspondance univoque dans un espace, on peut conduire plusieurs activités et plusieurs espaces peuvent permettre de réaliser une certaine activité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la gamme, donc non seulement la gamme d'activités qu'on réalise au travail est plus vaste, mais en plus de cela, eh bien, on voit apparaître de plus en plus d'activités au bureau, dans les espaces de travail, qui ne sont pas de la production pure. Aujourd'hui, il est acceptable de dormir, de jouer, de se détendre, de converser, de bagnoder au travail, parce qu'on réalise aujourd'hui, étant en télétravail, que ces activités-là sont essentielles pour une bonne santé mentale, pour de la convivialité et aussi pour de l'efficacité. Peut-être, pour conclure là-dessus, se dire que la crise sanitaire et le renforcement du télétravail fait qu'il n'est pas très clair pour quelles raisons les individus reviennent aujourd'hui ou vont revenir au travail. On comprend qu'il y a un plus grand besoin de convivialité, on comprend qu'il y a besoin de collaboration, mais on ne sait pas exactement quel est le cocktail de tâches qui sera réalisé au travail. Et pour toutes ces raisons-là, ne sachant pas quelle sera la proportion du temps dédié à telle ou telle activité,
eh bien, les espaces de travail ont véritablement besoin d'être flexibles, d'où l'importance de l'activity-based working, et a fortiori d'être super flexible, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte des éventuels changements de cocktail de tâches. Peut-être qu'aujourd'hui, le cocktail de tâches réalisé par un individu au travail est différent de celui dans 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction des évolutions de la crise sanitaire ou d'autres facteurs. Donc, la recommandation, eh bien, c'est que les espaces de travail soient adaptés aux personnes, aux activités, de manière flexible, voire hyper flexible. Je poursuis ce tour d'horizon avec l'avant-dernier facteur, un espace d'ouverture. Et là-dessus, eh bien, que dire? Euh, on peut se dire que l'entreprise dans laquelle des collaborateurs sont en CDI, du début de leur carrière jusqu'à la fin, cette entreprise-là est amenée à disparaître et que l'entreprise est aujourd'hui hybride. On dit parfois organique, vivante, satellite, tous ces mots-là, ruche, on parle d'entreprise ruche aussi, tous ces mots-là, qui est un joli mot d'ailleurs, tous ces mots-là, ils veulent dire que aujourd'hui, une entreprise, une organisation est composée d'un ensemble d'acteurs avec des statuts extrêmement variables, des CDI, des CDD, des intrapreneurs, des incubés, des excubés, des bénévoles, des prestataires, des fournisseurs, toutes sortes de partenaires, des parties prenantes, etc. Et pour ces raisons-là, des associations, en fait, l'espace de travail a besoin d'être ouvert sur le monde. Ouvert sur le monde de manière multiple. Et pour donner un exemple, ce sont des mutuelles, notamment je sais que Harmonie Mutuelle réfléchit dessus, qui s'interrogent pour voir comment eh bien, les agences qui traditionnellement accueillent des clients, des sociétaires ou des adhérents, eh bien, peuvent stimuler le trafic et la venue de public en ayant en plus de leurs collaborateurs eh bien, du coworking, des associations et un café. Et cela illustre véritablement ce besoin de s'ouvrir sur le monde. Et puis, toujours pour replacer les choses dans leur contexte, la crise sanitaire fait que les individus reviendront au travail, non pas pour avoir le sentiment d'être enfermés, même si c'est enfermé avec des collègues et dans une culture sympathique, mais pour avoir le sentiment d'être dans un endroit qui est ouvert après autant de confinement, reconfinement ou quel que soit le bon mot à utiliser. Et puis je vais terminer par un septième facteur que nous avons intitulé à l'observatoire, dans notre branche études, eh bien, un espace de pouvoir partagé. Alors ça peut paraître surprenant quand même de parler de cela, alors même qu'on parle d'espace physique. C'était l'objet de mon introduction, rappeler que finalement, l'espace détermine énormément de choses dans nos rapports, y compris les rapports de pouvoir. C'est Michel Foucault qui établissait que le concept de dispositif panoptique. Et c'est ainsi qu'il nommait les prisons. Donc, dans une prison, vous avez un mirador où un gardien eh bien, peut voir de manière circulaire l'ensemble des prisonniers. En revanche, les prisonniers, eux, ne peuvent pas se voir les uns les autres, ils peuvent juste voir le gardien. Et ce faisant, en fait, ce dispositif illustre une asymétrie dans le pouvoir. Par analogie, un monde du travail ou des espaces comme dans les années 50 où un manager est situé en hauteur et observe un étage inférieur, eh bien, des bureaux avec des ouvriers ou des collaborateurs, eh bien, ne permet pas une gouvernance horizontale. C'est évident, mais rappelons-le nous. Et par analogie, eh bien, un espace de travail, par son design, est à même de créer de l'horizontalité d'information, du partage visuel, du partage émotionnel et de la collaboration spontanée. Évidemment, il s'agit de décloisonner, casser les cloisons entre les bureaux. Il s'agit de donner de l'accessibilité visuelle à l'information. Et puis, il s'agit enfin d'avoir des espaces de collaboration qui sont spontanés et à proximité. Aujourd'hui, le temps où
nous réservons 2 semaines à l'avance une salle de réunion pour rassembler des gens. Ce temps-là est en partie révolu et de plus en plus de projets requièrent que des collaborateurs se rassemblent assez rapidement à quelques dizaines de mètres, voire moins, pour échanger de l'information spontanément et dénouer un nœud dans un projet. Il y a des études qui suggèrent que plus la distance de la salle de réunion est éloignée et moins elle est utilisée. À la fois ça fait sens et en même temps c'est étonnant en se disant que on pourrait et finalement que la distance psychologique prime sur la distance physique. Donc pour conclure sur ce concept d'espace de pouvoir partagé, on peut dire que de manière vraiment convaincante, l'espace détermine les rapports, la gouvernance et donc la manière dont le travail se fait. Je parlais tout à l'heure du nombre 150. 150, donc à nouveau, c'est la taille optimale des groupes humains, d'après les biologistes, parce qu'il correspond à la taille de notre cerveau et au nombre d'interactions humaines significatives qu'on peut entretenir, on va dire stable qu'on peut entretenir. Et bien, le nombre 12 est un nombre important également, parce que 12 fois 12, 144, et un peu à l'image d'une équipe de foot, 12, c'est la taille d'un groupe humain dans lequel on peut à la fois connaître tout le monde, mais voir quelles sont les relations entre les autres membres du groupe. Si je suis dans une équipe de foot, à la fois je sais où sont les autres, mais je vois que l'un des joueurs en regarde un autre et est susceptible, si je lui fais une passe, de la passer rapidement à quelqu'un d'autre. Et donc, on estime aujourd'hui que la taille maximale d'une équipe est autour de 12 personnes et qu'avec cet échelon-là, on crée une super collaboration à un niveau micro. Et ce sont donc des réflexions possibles à intégrer dans le design des espaces. Je conclurai en disant que, in fine, ces 7 facteurs illustrent à quel point l'espace de travail est fondamental pour dessiner à la fois les rapports humains, à la fois comment on s'y sent, la convivialité, l'échange d'informations, le pouvoir, et in fine, il détermine le travail lui-même. Et pour toutes ces raisons, l'une des recommandations de la Fabrique Spinoza, c'est que lorsque l'espace se transforme, le travail aussi. Et donc cet accompagnement-là mérite d'être fait. Une transformation d'espace qui se ferait sans accompagnement humain, donnerait peut-être lieu au plus beau bureau, mais pas celui où les gens se sentent bien et celui où les gens travaillent bien. Et pour donner un exemple à cela, je parlais tout à l'heure du partenaire région Île-de-France, se dire que lorsqu'ils ont déménagé et rassemblé 11 bâtiments de Paris dans leur nouveau siège du conseil régional à Saint-Ouen, ils ont pris soin d'accompagner les métiers et parfois même au niveau des équipes pour réfléchir à la nouvelle manière de travailler ensemble. Parce que transformant les espaces, le travail était transformé et les gens avaient besoin de repères et de co-construction pour imaginer leur nouveau rapport de travail. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la parole à ma collègue Amélie Motte qui voudrait vous donner des clés plus opérationnelles pour agir concrètement pour des espaces de travail vertueux et efficaces. Eh bien, bonjour. Merci Alexandre de m'accueillir à tes côtés. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Donc, je suis, comme le disait Alexandre, Amélie Motte, consultante au sein d'Action Spinoza. Et Action Spinoza, c'est la branche conseil et formation de la Fabrique Spinoza. Notre mission, c'est finalement d'ancrer les connaissances qui sont développées au sein de l'Observatoire Spinoza et de les ancrer au sein des organisations qui sont désireuses de remettre l'humain au cœur de leur dispositif de transformation. Alors, je pense que le constat qu'on partage ensemble aujourd'hui, c'est que nous vivons un moment historique parce que la crise actuelle a complètement bouleversé notre rapport au travail et aux espaces de travail et ce de façon probablement irréversible. Ce
Ce qu'on observe, nous, c'est que jusqu'à l'année dernière, de nombreuses entreprises pensaient que le télétravail n'était pas forcément adapté à leur métier ou à leur secteur d'activité. Et pourtant, elles ont été nombreuses à être propulsées quasiment du jour au lendemain dans une expérience massive de télétravail. Et aujourd'hui, elles s'interrogent sur le nouveau rapport que vont avoir leurs collaborateurs avec les espaces de travail quand on aura la joie de pouvoir y retourner. Il y a aussi de nombreuses entreprises qui disaient également que la question de l'épanouissement, du bien-être au travail était un phénomène générationnel et pourtant, aujourd'hui, elles s'interrogent sur la façon de déployer une organisation du travail, des espaces de travail et des façons de travailler ensemble générateurs de confiance et porteuses de sens. En bref, finalement, face à tous ces bouleversements, aujourd'hui, les entreprises se questionnent et elles réfléchissent à comment réinventer leurs méthodes, comment réinventer leurs outils, comment réinventer leurs espaces pour qu'ils soient générateurs d'une expérience épanouissante pour les collaborateurs. Et dans ce contexte-là, on a associé nos forces avec notre partenaire aménageur Factory, qui est un partenaire avec lequel on travaille régulièrement. Ils sont comme nous convaincus que le meilleur espace de travail est celui qui est co-créé avec les futurs utilisateurs, car un espace conçu par et pour les collaborateurs, c'est un espace qui devient générateur d'engagement et d'épanouissement. Ensemble, on a donc imaginé un dispositif qui s'appelle Fluide. Cette offre, elle a d'abord été pensée pour les RH. On s'est rendu compte avec cette crise que la fonction RH avait été hyper sollicitée avec la génération massive la généralisation massive du télétravail. Et aujourd'hui, elle est confrontée à des enjeux d'hybridation du travail où finalement, comment trouver la juste articulation entre des espaces de travail sur site, à la maison et aussi des espaces digitaux. Donc cette offre flash, elle permet en quelques semaines de mesurer l'état psychologique des collaborateurs et de les interroger sur leur rapport à l'hybridation du travail et aux espaces de travail. Elle permet deuxièmement de les embarquer positivement à travers un dispositif de co-construction d'un espace de travail réenchanté. Et en faisant tout ça, finalement, ça nous permet de lancer avec eux le mouvement du futur du travail. Concrètement, ce dispositif se déploie en 3 étapes qui durent chacune entre 2 et 3 semaines. Au cours d'une première étape, à partir d'une enquête en ligne qu'on mène auprès de l'ensemble des collaborateurs, on va mesurer leur santé psychologique depuis la crise et on les interroge également sur les liens qu'ils ont créés ou qui leur manquent face aux nouveaux modes de travail. Dans une deuxième étape, à partir d'une série d'interviews plus qualitatives, on leur demande si leurs espaces de travail actuels sont adaptés ou non à ces nouvelles façons de travailler et on peut commencer à identifier des quick wins, des petites actions qu'on peut mettre en place assez rapidement. Enfin, au cours d'une troisième étape, on fait une séance d'idéation en intelligence collective avec des représentants de vos équipes et on les aide à imaginer sans limite leur futur espace de travail. Cette séance est visuelle, est interactive, elle peut se faire aussi bien en présentiel qu'à distance et elle permet de co-créer collectivement les bases d'un futur espace de travail. Et le résultat de ce travail peut ensuite nourrir un brief pour réaménager ou adapter les espaces de travail de vos collaborateurs. En fait, l'intérêt de ce dispositif, il est triple. Le premier, c'est qu'il est activable rapidement et réalisable aussi bien en présentiel qu'à distance. Deuxième intérêt, c'est qu'il crée une dynamique positive et actuellement, on sait que le moral des collaborateurs est en train de décliner de mois en mois et donc réfléchir à un projet positif, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, troisième bénéfice, c'est qu'il nourrit concrètement la réflexion des décideurs pour initier des transformations, qu'elles soient à court terme, à moyen ou à plus long terme. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Un grand merci pour votre attention. Et puis, dernière chose, si vous aussi, vous avez envie de réfléchir à la façon de repenser vos espaces de travail pour qu'ils soient vecteurs d'engagement, de confiance et d'épanouissement pour vos collaborateurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez à l'écran, pour conclure, alors que nous vous disons au revoir, il y a les coordonnées
au sein d'Action Spinoza de Géraldine Dupré, qui est directrice de la relation, son mail et son numéro de téléphone si vous voulez plus d'informations. À nouveau, merci beaucoup et nous vous souhaitons eh bien, le meilleur dans des espaces de travail vertueux et efficaces. Au revoir.